Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir, Et bienvenue Solange. dans ce premier épisode d'Archetype Podcast. Moi, c'est Smaïl. Moi, c'est Salah. Et Madame Amina, Bonsoir. bienvenue. Merci. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et nous, la première fois qu'on vous a rencontré, votre parcours, vous êtes originaire de Fès, vous avez étudié à Paris, Oui. puis ensuite fait votre carrière à New York. C'est un parcours qui est atypique et qui fait rêver et qui nous a fait rêver, nous en particulier, et Exactement. j'espère d'autres personnes. Et nous souhaitons que vous nous racontiez un peu cette épopée, comment ça s'est passé. Ce passage de Fès, une énorme ville marocaine, à Paris, la ville magique. Ouais. Et du coup, comment on dit encore? C'est la Big pomme Apple. de Big Big Apple, Apple. Ouais. New York. Du coup, ça vous a bien sûr façonné en tant qu'architecte, en tant que personne d'abord. Mhm. Et on aimerait, je pense que tout le monde aimerait savoir plus de ce parcours. Donc voilà, donc je m'appelle Amina Boyad, originaire de Fès. J'ai grandi à Fès, puis j'ai fait mes études à Paris. J'ai fait architecture à l'école Paris-Val de Seine. Ensuite, j'avais fait un stage à New York et je suis tombée amoureuse de la ville. Et quand j'ai eu mon diplôme à Paris, je me suis dirigée vers New York où j'ai fait des études. Donc, je suis urbaniste aussi. Donc, j'ai fait un master en urban design. Et ensuite, j'ai vécu pendant 10 ans, enfin au total 11 ans à New York. Mais après mon diplôme, donc j'ai travaillé pendant 10 ans. Au début dans une boîte d'archi, une petite boîte PM Architecture. Pendant 8 ans, donc une boîte d'archi de développement immobilier. Et ensuite, pendant 2 ans, dans une boîte qui s'appelle Artemis Construction, où c'était un développement immobilier, enfin développeur immobilier, et où on faisait de la construction de tours. Donc voilà, plus Donc ou c'était moins ce que j'ai fait. Oui. une autre échelle. C'est enfin nous, we call it go into the dark side, Ah, parce d'accord. qu'on passe de l'architecture à la partie construction. Oui. Exactement. Donc c'est vraiment un peu différent, quoi. Mais c'est de l'expérience. C'est Ouais. énormément d'expérience. Ce qui laque un peu chez les architectes marocains, parce que si on voit maintenant au Maroc, à chaque fois qu'on a une tour ou un grand projet, on fait des fois appel. Appel à des Américains. Exactement, on trouve Voilà. qu'il y a Il y a le fameux Tom Main sur la... ICFC, ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Ça montre un peu l'expertise qu'ont les géants américains sur le sujet. exactement. Alors, ce qui m'a intéressé et qui m'a interpellé surtout, c'est donc vous avez connu un peu les deux facettes Oui. de la conception, c'est-à-dire à la fois la conception sur le bureau, j'imagine, avec les concepts, et après le côté de réalisation, le brouhaha, le chantier, le dark side aussi. Donc, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a... comment dire quelles sont les particularités de chaque partie de construction, de réalisation, et qu'est-ce qui peut être intéressant, par exemple, dans la conception, et qu'est-ce qui est intéressant dans la réalisation concrète du projet. Ok. Alors effectivement, j'ai fait les deux. Donc la partie archi, donc où j'étais dans une boîte d'archi, donc derrière un ordi, où il faut faire la conception d'immeubles. Donc là, pour le coup, je travaillais sur des réhabilitations et des nouvelles constructions, mais c'était des constructions de 7-8 étages. Donc c'était petite échelle pour New York. Et je trouvais que ce qui me manquait, en fait, c'était l'expérience sur le terrain, d'aller sur les chantiers. Parce qu'en fait, en tant qu'architecte, on arrive à dessiner, en fait, on apprend ça à l'école et on dessine. Mais ce qui est important, c'est de voir sa réalisation se concrétiser et le voir sur le terrain. Oui. Et de mon expérience, en fait, sur terrain, j'ai appris énormément grâce aux ouvriers qui, pour le coup, font tout à la main. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai énormément appris. Et ça te permet, en fait, de voir ce que tu dessines et de le voir en mode construit. Parce que nous, en tant qu'architectes, on est des rêveurs. On dessine beaucoup. Et on a l'impression que c'est parce qu'on l'a dessiné, ça va être faisable et c'est réalisable. Et Mais après, la réalité on est choqué, est malheureusement tout autre. Notamment avec les réglementations urbaines. Complètement. C'est un sujet, bien sûr, qu'on va traiter dans cet épisode. Et pour rebondir à ce que vous venez de dire,
La réglementation urbaine elle-même, pour vous, ça limite la créativité de l'architecte Mhm. ou bien ça assure une cohésion urbaine et pour que la ville soit bien Ouais. orthonormée et tout? Alors moi, je dirais que c'est les 2. Vraiment, on a besoin des 2. Ça limite la créativité, oui, parce que ça impose des restrictions Mhm. en termes de hauteur, les retraits, les setbacks, les volumes, l'utilisation de certains matériaux quand c'est des immeubles où c'est landmark, par exemple, Mhm. quand on respecte le patrimoine. Donc là, c'est vrai que ça peut être restrictif et ça peut être une barrière, en fait, à l'innovation. Mais en même temps, ça permet de favoriser la cohésion urbaine. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine continuité dans les villes et c'est ce qui va protéger, en fait, le paysage, urbain en général et on voit ça aussi, enfin, il y a des projets, par exemple, la High Line à New York de Dillard Mhm. Scofidio. Mhm. Hem, les règles ont ont été un cadre stimulant, en fait, pour la High Line parce que ça a transformé une ancienne voie ferrée en parc urbain. Mhm. Et ce qui fait qu'ils ont réussi en fait à trouver des solutions novatrices pour et intégrer le travail dans un tissu urbain qui va être dense. Mais ils ont réussi quand même. Donc c'est vraiment réglementation urbaine, je dirais vraiment que c'est les deux. C'est les deux. C'est la Mhm. créativité, mais aussi une cohésion urbaine. Si je voudrais rebondir, j'aimerais Ouais. bien faire un peu le parallèle, Mhm. et on va le faire d'une manière récurrente lors de cet épisode, entre le Maroc, bien Oui. sûr, les règlements marocains et les règlements urbanistiques aux États-Unis. Ok. À New York en particulier, et comme on l'a vu auparavant, on a vraiment cet aspect où on a des R+3, des R+5, et ensuite des R+17. Peut-être que Mhm. j'abuse, mais bon, il y a certainement ce décalage un peu de la skyline de New York. Oui. Ça, c'est une partie intégrante, même une partie essentielle qui fait un peu le paysage. Mhm. Et c'est qui il nous donne à la fois, d'une manière un peu intéressante, à la fois une cohésion urbaine, c'est-à-dire que principalement partout, il y a un peu ce jeu de décalage, à Manhattan principalement. Oui. Et déjà, donc on respecte un peu une cohésion urbaine. Et ça laisse aussi peut-être une liberté, une créativité à chaque architecte, pardon. Quand on peut le voir, le bâtiment de Sanaa Oui. dans le boulevard du Bowery, Oui. à côté de pas mal d'autres bâtiments. Ici au Maroc, c'est un peu une chose différente. Bon, est-ce que manque de projets, de grands projets, est-ce que c'est une volonté de limiter un peu l'urbanisation des villes pour, pour faire ressortir les principaux landmarks marocains qui sont principalement les minarets de mosquées? Par exemple, à Marrakech, on a le Koutoubia qui fait plus de 60 mètres, plus de 60 mètres. Donc, les R+5 à Marrakech, vraiment, ça sert un peu the scenery of the mosque. Mhm. Quand là, principalement sur les deux voies principales qui donnent sur la mosquée, ce sont l'avenue Mohamed V et l'avenue de Bab Jadid. Et ça joue sur comme on peut voir l'image de la cité un peu. Par exemple, nous, quand on se balade à Marrakech, on a tout de suite cette image de je suis à Guéliz et je vois derrière moi la montagne, Jebel Mhm. Guéliz, et à l'autre bout de la voie, on a le minaret. Et donc, est-ce qu'on ne perd pas un peu cette imaginabilité de la ville Mhm. à New York, où tout un peu se ressemble et on peine un peu à se différencier? Alors, quand on connaît pas New York, oui, c'est vrai, on a cette idée-là, mais il y a Mhm. beaucoup de notes, de points, de landmarks et par exemple, on sort du métro, il suffit de voir à gauche, à droite, il y a un immeuble que tu vas reconnaître et donc tu sais où se trouve le nord, où se trouve le sud, par exemple. D'accord. Donc ça existe aussi, mais je pense que c'est juste là, tu me décris Marrakech, Mhm. je connais pas Voilà, Marrakech, donc exactement. Exactement. pour moi, je connais la Koutoubia parce que c'est un monument qui est important. Jebel Guilis, je savais pas, Mhm. mais je pense que c'est juste en fonction de la ville où tu arrives à te enfin il y a des nœuds, il y a des points importants qui te permettent de te localiser. Après à New York, là, par exemple, Barry Street, en Mhm. l'occurrence, les immeubles étaient très bas là-bas Mhm. et ce n'est que récemment, avec des nouvelles régulations, que les Que immeubles on vont, permet un peu. voilà, on Mhm. change le zoning. Parce qu'il ne faut pas oublier que Manhattan, ça reste une île, et que c'est très dense, très, très peuplé. Il y a 8 millions d'habitants à New York, 25 000 habitants au mètre carré, Mètre carré, au kilomètre carré, kilomètre pardon. carré. C'est Donc trop. c'est très, très dense à Manhattan, ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller en hauteur.
Au Maroc, c'est différent. Oui. On a un étalement urbain. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller en hauteur, en fait. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine cohésion dans les villes marocaines. Mais ça commence à changer, à Casa notamment, donc CFC. On adopte un peu le schéma de cette zone-là, elles sont permises à faire en quelque sorte. Voilà. D'être plus haute et le zoning, le zonage urbain, change. Désolé Ismaël, en parlant de cette notion de l'imageabilité ou la lisibilité de la cité, donc l'image de la cité par Kevin Lynch, on trouve cette notion de la lisibilité de la cité, mais ce qu'on traite, c'est que ce que vous venez de dire, est-ce que par exemple on sort du métro, on trouve un landmark et après, mais ceci, vous ne trouvez pas que ceci est après avoir passé de l'étape de l'appropriation de l'espace, d'être homogène avec l'espace, de se sentir un peu à l'aise dans la cité, dans la ville, qu'on a directement cette lisibilité assez peaufinée pour reconnaître les landmarks. Et ce qu'on trouve bien sûr dans ce que dit Kevin Lynch, c'est que comment la ville devient bien mieux, c'est au moment où l'inconnu arrive à bien lire. Exactement. Si je peux reformuler cette image. un peu, finalement, l'un des aspects les plus qui rendent une ville plus reconnaissable / agréable, etc. Est-ce que finalement, c'est pas à quel point c'est facile ou rapide pour quelqu'un qui ne la connaît pas, pour qu'il se l'approprie. Exactement. Peut-être c'est... Mais c'est vrai, en fait, là, je reviens de New York, je suis revenue que cette année, il y a quelques mois. Là, je me suis installée à Rabat et je connaissais absolument pas Rabat, mais pour me déplacer, là, je sais qu'il y a la tour Maroc Télécom. Quand je la vois, je sais plus ou moins où je suis. Donc, c'est un landmark qui me permet de me situer. Il y a au niveau de la rocade, il y a certains trucs où je sais à quel moment je devrais tourner pour aller chez moi. C'est l'être humain. Voilà, exactement. C'est l'être humain, il arrive toujours à être homogène dans un espace. Voilà. Mais quelque chose qui est intéressant et qui est soulevé dans le livre, c'est que par rapport aux autres animaux, l'être humain, les autres animaux, ils ne verbalisent pas forcément le schéma de plan. Ils n'essayent pas forcément de visualiser la carte dans leur cerveau. Ils sont plus instinctifs dans leur appropriation de leur terrain. Alors que l'être humain, il a une approche complètement différente. Nous, quand on est perdu, on flippe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cherche, tel tour, tel rond-point, tel machin. On se dit peut-être que c'est l'autre. Cette anxiété qui a voilà. Oui, et donc, puis là, cette anxiété, elle est accentuée avec le téléphone parce que là, on cherche même plus, en fait. On utilise Waze. Voilà, c'est autre chose maintenant. On prend le téléphone pour voir est-ce qu'on doit tourner à gauche ou à droite, alors que... C'est peut-être une extension de l'être humain, comment il vit un peu sa vie. Oui. Vous avez tout à fait raison. Moi, dernièrement, cet été, j'étais à Rabat, moi aussi, et je voulais un peu explorer la Médina, l'Oudaïa, etc. Et je me baladais avec mon téléphone, sans poser aucune question, sans forcément demander l'itinéraire. Et je me disais que c'est fascinant. C'est-à-dire que 10 ans avant, enfin 10 ans, peut-être un peu plus, on ne pouvait pas faire ça. Maintenant, toute ville, on s'approprie chaque ville, finalement. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'on va aussi aux endroits où le téléphone nous emmène, ou en fonction de ce qu'on voit sur Instagram, il y a un café qui est sympa, on a envie d'y aller. Alors qu'avant, c'est on découvrait de nouveaux espaces et pas nécessairement les reviews. On ne peut pas un peu lier les deux, c'est-à-dire on a notre téléphone et après on vit vraiment l'aventure à 100%. C'est-à-dire que s'il y a peut-être une impasse ou quelque chose qui mène je ne sais où, j'y vais, j'ai pas peur. J'ai pas peur que après je vais stresser, je vais devoir demander aux gens, peut-être qu'ils vont pas me donner les bonnes directives. Maintenant, j'ai le téléphone, je suis un peu le maître du monde. Je me déplacer partout. Bon. C'est ça l'exercice de dérive qu'on avait fait. Oui. C'est vraiment se balader sans savoir où tu vas. Et tu découvres, en fait, tu observes. Et nous, en tant qu'architectes, on a besoin d'observer la ville et de voir les choses et ne pas forcément voir où on va, mais vraiment voir le ciel et voir les bâtiments et voir tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà. C'est ce qui est très, très important, en fait, et surtout pour les architectes d'aujourd'hui. Alors, pour revenir à ce que Smaïl avait dit de Marrakech, alors quand on se promène, on voit toujours la mosquée Koutoubia et on se localise un peu, mais et notamment les bâtiments, ils sont toujours
moins de hauteur Bas. que la Koutoubia. C'est un truc qu'on trouve aussi à Paris. Donc, Exactement. on a toujours ces bâtiments qui seront toujours moins hauts que la Tour Eiffel. Et avant le baron Haussmann, Ouais, ça se fait. avant le baron Haussmann, on avait la Notre-Dame de Paris, c'est ça? Oui. Qui était le point le plus haut. Oui. Et donc, l'évolution de la cité, de la ville, elle dépend bien sûr d'un landmark qui va être directement lié à ce dernier pour se développer verticalement. Une chose qu'on ne trouve pas à New York, vous ne trouvez pas? C'est vrai, tu as raison. En fait, avant les villes, donc déjà, il faut savoir que Paris ou Marrakech, c'est des villes qui sont centenaires, millénaires peut-être. Ouais, millénaire. Donc, Plus, c'est vraiment même des villes plus. anciennes. New York, tout a été construit récemment. Et avant, les villes, elles étaient construites autour de l'église, autour de la mosquée. Donc, au Maroc, en fait, quand on construit une nouvelle ville, ou un nouveau quartier, c'est d'abord la mosquée, puis il y a une école, puis il y a les petits commerces, et ensuite les résidences. À New York, c'est pas le cas. Et New York, toute la ville, elle est complètement récente. C'est une ville qui a été construite dans les 100 dernières années. Il y avait que le sud de l'île qui a été construit. Et petit à petit, ils ont commencé à aller un peu plus haut dans la ville. Mais avant, la ville, c'était des farmland. Il n'y avait rien. C'était là, tout ce qu'il y a au niveau de Manhattan, sur la Fifth Avenue, à côté de Central Park, c'était leur maison de vacances. Mais je peux poser une question. Est-ce que New York n'était pas avant une colonie britannique ou française C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un campement déjà développé et qui a été l'extension? Très peu. Très peu. De toute façon, les États-Unis ont été découverts dans le XVe siècle. Donc, c'est récent. C'est très récent par rapport bien sûr, à Paris ou au Maroc, en fait, les villes ici. On voulait poser cette question d'une autre manière, c'est-à-dire les villes américaines aujourd'hui, ils ont une très mauvaise réputation urbanistique. Complètement. Pas forcément méritée. Je pense, moi personnellement, que c'est souvent un avis qui est on l'a entendu quelque part et après on le répète. Donc, on ne veut pas que ce soit les États-Unis, c'est forcément des parking lots, etc. Ouais. Mais ils sont vraiment bâchés pour ça. Et bon, la question déjà, première question, est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que c'est vraiment mérité à 100%? Quels sont vraiment les critères pour lesquels les gens partent de ce concept? Oui. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas forcément vécu étant donné que j'étais à New York et ce n'était pas forcément le cas, mais pour avoir visité plusieurs villes, par exemple Los Angeles, c'est une ville qui est très, très, très étalée. Donc, on a le phénomène de urban sprawl, ce qui est l'étalement urbain, et où tout le monde doit dépendre de la voiture. Ce qui est hyper important parce que ça crée beaucoup de problèmes, congestion routière, pollution, etc. On a aussi dans des nouvelles villes où ils créent en fait à la Desperate Housewives, je ne sais pas si vous avez regardé ou pas, mais en gros, c'est des banlieues. Et il n'y a que le système de banlieue, donc tout le monde habite dans les banlieues. Puis il y a au niveau du zoning, tout est séparé. La partie commerciale est séparée de la partie résidentielle. Donc, on n'a que des maisons qui vont être séparées de la partie commerciale, où là aussi, en fait, on a besoin de la voiture. Donc, en fait, ça, c'est critiqué, c'est ce qui est en général critiqué, parce qu'on considère aujourd'hui que quand les fonctions sont séparées, en fait, ça crée des villes qui ne sont pas forcément très homogènes, dans le sens où on ne connaît pas forcément nos voisins, où il y a une certaine ségrégation raciale, parce que c'est que des gens de la même communauté qui vont habiter et donc il peut y avoir du racisme, alors que donc je pense que c'est pour ça que les villes américaines sont souvent je pense qu'on les a critiquées. tellement tracées verticalement, horizontalement, que ça devient très très ennuyeux, que ça devient très monotone et ça se répète en fait. Exactement. Il y a le cliché je pense, c'est Chicago la ville. Chicago, c'est une des villes les plus quadrillées avec le système de blocks. Dire c'est vraiment tracé à la règle. Si on compare par exemple Paris ou Marrakech, même à Chicago, c'est vraiment tracé à la règle. Moi, principalement, quand on voit ça, on se dit, mais pourquoi? Même moi, si j'étais un urbaniste et que si j'ai par exemple une nouvelle ville que j'ai à dessiner, forcément, j'aurais l'instinct de prendre mon équerre et tracer les voies d'une manière quadrillée. Mais on se rend compte que finalement, ça donne l'effet un peu opposé. Alors, quand c'est une grande ville comme Chicago ou New York, où c'est vraiment quadrillé et que ça reste quand même à une échelle humaine, ça
ça dérange pas autant que quand c'est des nouvelles villes complètement créées où tout est quadrillé, mais où les zones sont séparées. Et là, pour le coup, en fait, moi, je pense que c'est le fait de séparer les zones qui fait qu'il y a des problèmes, en fait, dans la ville. Alors qu'une mixité pourrait justement aider, beaucoup aider, quoi. Exactement. On se trouve même des fois à penser que si on aille dans un coin précis, on va se faire... Voilà, raqueter, tout ça. Exactement. Ah oui, oui. Même à Paris, j'étais la semaine dernière, vous savez, j'étais à Paris et on n'arrêtait pas à nous dire qu'on ne devait pas dépasser certaines zones. endroits. Exactement, on ne partait pas au bois de Boulogne, on ne partait pas ici, on ne partait pas là. Enfin, c'est en Boulogne, on ne partait pas ici, on ne partait pas là. Enfin, c'est dans notre tête que cette place n'est pas pour nous. Exactement. Alors que ça ne devrait pas être le cas. On devrait tous s'approprier la ville et puis aller où on veut. Après, malheureusement, problème d'insécurité, ce qui est le cas aussi au Maroc, beaucoup. Exactement. Oui. Donc, mais je pense que le fait d'avoir des... Et après, c'est le cas à New York. L'insécurité, elle existe à New York aussi et partout dans toutes les grandes villes. Mais je pense que le fait clairement d'avoir des mixités, d'avoir... comme le bouquin dont je vous avais parlé de Jen Jacobs, où elle disait Eyes on the Street, c'est The Death and Life of American Cities. Et pour elle, en fait, des villes où il y a des gens qui regardent de leurs fenêtres, en fait, c'est facile. C'est une ville où les gens peuvent vivre en communauté et il y a tout le temps un regard sur la rue. Et du coup, la rue va être plus ou moins sécurisée et protégée. Alors que si on sépare les fonctions, il n'y a pas de... On peut faire aussi le parallèle avec les médinas. Oui. Les médinas des villes conçues sont forcément avec l'idée de la voiture en tête. Donc, c'est des villes piétonnes, etc. Des villes agglomérées, des villes avec avec les fenêtres, avec ce regard un peu constant. Et finalement, il y a cette corrélation avec nos grands-parents quand on disait que le baba kana mhlul, tout le monde pouvait venir, etc. Donc peut-être qu'il y a une corrélation, pas forcément causative, mais... Enfin, c'est encore le cas dans les villes anciennes. C'est encore le cas, par exemple à Marrakech, c'est encore le cas si on va à la Médina. Même à Fès, c'est encore le cas. Après, aujourd'hui, les gens ont peur, je pense. C'est devenu culturel. C'est qu'il y a plus de crimes et les gens ont juste peur, alors qu'avant, les enfants jouaient dans la rue et que ce soit partout dans le monde. Même Fès maintenant, on n'entend que... les crimes, Voilà. Malheureusement, que du manque de sécurité. Et je pense que c'est dû aux séparations des catégories sociales. Complètement. Aussi, parce qu'on ne trouve même pas les vraies familles. Ont quitté. Fessi, ils sont, ils sont quitté, à Rabat, au Canada, à non, New York. ils sont dans la ville nouvelle, simplement. Ils ont quitté la Médina, la Médina dans les années 60-70 à peu près. Ils ont quitté la Médina pour aller dans la ville nouvelle. La Médina était en ruine. Donc, c'est des gens des villes, de l'espace rural qui sont venus vivre dans la Médina et la peupler. Et ce qui fait que c'est une autre population qui vient et en fait, c'est juste un transfert et les gens quittent. Exactement. Donc, il y a un flux des gens qui partent. Exactement. Et puis une nouvelle. Donc, si on peut un peu schématiser l'urbanisation des villes modernes, c'est le début du fléau, c'est comme c'est récurrent, c'est la voiture finalement. Oui. La voiture, c'est un peu pas le bouc émissaire, mais un peu le usual suspect. C'est l'accusé principal. Donc, on a des voitures. On conçoit pour les voitures, que ce soit pour les villes américaines, où c'était à la base, on commençait par l'âge automobile. Donc, à la base, les villes étaient conçues pour la voiture. Au Maroc, il y avait l'idée on garde les villes traditionnelles marocaines, les médinas, et après, on fait les villes nouvelles qui sont principalement conçues pour la voiture. Finalement, ça donne de l'étalement urbain, puisque les gens ont une capacité à traverser des distances plus facilement où ils veulent. Donc, ça ne leur dérange pas de vivre, je ne sais pas, 20 km du centre, etc. Donc, finalement, ça crée... Regardez comment la voiture n'est pas innocente au départ. Et comment ça donne un grand coupole. Voilà, Oui, mais on ne peut pas juste dire c'est un coupole, parce qu'il y a aussi des avantages à avoir une voiture. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Mais effectivement, l'étalage ou urban sprawl a été facilité par la voiture. On a tout ce qui est zoning et la séparation des fonctions.
Donc ça, c'est vrai que ça rend la voiture indispensable. Culturellement aussi, en ayant une voiture au Maroc, en fait, les gens se sentent plus en sécurité. Oui. C'est aussi un statut social. Un statut social, exactement. Donc, d'avoir une voiture. Donc, c'est tout le modèle économique et culturel, en fait, qui change. Oui. Après, malheureusement, il y a un manque de transport en commun. Ce qui fait que là, on construit des villes et on les relie pas forcément en tram, en bus. Elles sont pas assez bien reliées. Et du coup, en fait, la voiture, c'est une cause, mais c'est en même temps... Voilà, ça aide. C'est vraiment les deux. C'est un peu... Vous aurez dû remarquer que c'est le cas. C'est le cas à Paris où on a très bien... Je pense à Paris, on a très bien relié les espaces par... Complètement. À New York aussi. On n'a pas besoin de voiture. Mais c'est dans la ville, à New York, ouais. Mais pourquoi entendre ces embouteillages si on n'aurait pas besoin de voiture? Moi, j'avais pas de voiture à New York, par exemple. Je prenais le métro. Et du coup, c'est des gens qui... Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages à New York. C'est vrai? Il y en a, c'est le cliché. Franchement, à chaque fois que j'ai pris la voiture, ça allait. Tu es dans les embouteillages, mais ça allait. C'est surtout pour aller, pour les commuters, ceux qui habitent qui travaillent à New York et qui habitent à l'extérieur dans le New Jersey ou upstate, des trucs comme ça. Mais dans New York, même si tu habites dans New York, dans les 5 boroughs, tu n'as pas nécessairement besoin d'une voiture. Un truc qui m'a fasciné à Paris, c'était les emprises de route réservées pour les voitures et ceux pour les vélos. C'est hilarant parce qu'on trouvait des fois le triple pour les vélos. Il y avait des petites routes, des petites ruelles pour les voitures et c'était enfin, on se promenait en vélo, c'était très, très agréable. Il y avait tout le monde, il y avait des gens avec leurs costumes qui allaient au travail avec des vélos. Exactement. Et parce qu'on trouve les vélos à louer un peu partout à Paris. Et du coup, on se faisait des trajets, c'était très agréable. On découvrait la ville très, très différemment. Exactement. Tu découvres la ville différemment. C'est plus rapide que de marcher. Exactement. Et pareil à New York, en fait, que ce soit, c'est le système City Bike et qui avait commencé, je pense, à Lyon, les Véloves de Lyon. Je pense que c'est là-bas où ça avait commencé. Mais il y a aussi, donc, dans les grandes villes, parce qu'ils essayent d'éviter d'avoir la voiture. Et là, je pense à Paris et à New York aussi, où ils enlèvent les places de parking pour avoir le moins de voitures. Donc, ça produit du congestionnement. Et pour avoir soit c'était les terrasses de café pendant Covid, ou bien créer des places pour recharger les voitures électriques. Beaucoup, c'est vrai. Donc, c'est une transition un peu fluide vers... plus douce, pas forcément la suppression totale des voitures, mais par exemple, ici au Maroc, comme vous l'avez dit, on s'imagine mal ne pas avoir de voiture. C'est lié au statut social, c'est lié à l'usage, c'est plus commode d'avoir une voiture. Et la question que je voulais poser, c'est par exemple à Paris ou bien à New York, j'imagine qu'il y a moins cette pression de posséder une voiture. Du tout, il n'y en a pas. Il n'y a pas de statut social, mais aussi les infrastructures sont là. Tout est fait pour que tu n'aies pas besoin d'une voiture. À New York, c'est plus rapide de prendre le métro pour aller d'un point A à un point B que de prendre une voiture ou un taxi. Donc, après, il y a le même système de vélo en libre-service. À New York, il y a le même système de voiture en libre-service. Tu veux une voiture, tu n'as pas besoin d'en avoir, mais juste tu loues la voiture. Enfin, à Paris aussi, ça existe. Tu loues ta voiture et tu as besoin d'un déménagement. Tu n'as pas besoin de voiture, juste tu loues une voiture de A à B et tu la remets dans la rue. Je pense que tout est fait pour éviter la voiture. On a même les assurances de voiture qui vont se retrouver plus chères. Comparé au Maroc, je pense c'est toute une pensée derrière pour pousser les gens à éviter la voiture. Une pression constante qui s'augmente jour après jour pour finalement... Voilà, parce que toute transition, elle doit être douce. Exactement. Complètement. Mais après, je pense qu'il faudrait absolument créer des infrastructures. Le tram, c'est super. Là, le TGV, vous aviez fait le trajet pour aller à Tanger en beaucoup d'heures, alors qu'en TGV et en train, ça aurait été beaucoup moins. Donc, c'est vraiment... Là, il faut absolument mettre... tout faire pour avoir de meilleures infrastructures, un meilleur transport en commun dans le pays. Alors que la Coupe du Monde arrive. Il y aura un TGV pour relier en Marrakech. Exactement. Même Agadir, je pense. Jusqu'à Agadir. D'Agadir à Tanger, Inch'Allah. Apparemment, il va s'arrêter à Bengueler. on Mais aimerait on ne bien. serait pas là. J'avoue. On ne serait pas là. Donc, mais on serait au Maroc. On aimerait bien que ça se fasse. Mais une autre question qui m'est arrivée, c'est que
est-ce que finalement, c'est que la voiture Est-ce que c'est pas un peu simple de dire, voilà, c'est juste la voiture, on va l'enlever, et pouf, nos vies vont redevenir jolies, etc. Est-ce que c'est pas autre chose qui pousse à ce qu'on fasse de villes un peu... Je pense que les architectes et les urbanistes doivent changer leur conception de ville. Mhm. Je pense que les États et le gouvernement devraient... ils doivent aller dans le même sens par rapport aux infrastructures. Et il faut vraiment créer tout le système autour pour pouvoir se défaire en fait de la voiture. Je pense que c'est vraiment ça. Mais la voiture, juste de dire que c'est la voiture est le problème, je pense que ce serait très, très réducteur. Voilà, Ouais. Un truc Mhm. qu'on avait évoqué avec vous, Madame Amina, avant, Oui. et que j'aimerais bien entendre plus c'est la différence de mentalité en France, au Maroc, bien sûr. Ok. Je sais que vous venez de venir au Maroc, Oui. donc pour le milieu du travail, vous êtes un peu nouvelle pour ce Nouvelle. milieu. Complètement. Mais à Paris, on a la mentalité des gens qui construisent, donc à Paris Mhm. et à New York, c'est quoi la différence entre Alors, au niveau professionnel? oui. Alors, au niveau professionnel, en fait, j'ai pas vraiment exercé en France. J'ai fait des stages, donc je pourrais pas trop en parler. Mais de mon expérience, en tout cas, dans le système éducatif français ou américain, en fait, dans le système français, on a des profs qui vont nous expliquer ce qui se passe et ça va être de la théorie. On va les écouter et leur parole est pas divine, mais presque. Presque. Et puis, c'est leurs idées, on va écouter et puis on est juste là à faire ce qu'ils nous demandent. Du moins, en tout cas, c'était l'expérience que moi j'ai vécue. Et clairement, ça sera une expérience différente pour tout le monde. Mhm. Mais aux États-Unis, l'expérience que j'ai vécue, c'était que pendant les cours, c'était des conversations avec les profs. C'était le prof qui dit une idée, mais on en discute, on en parle et en fait, ça poussait les gens à s'exprimer. Et je trouve que c'est ça la différence entre le système américain et le système français. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs Bien inconvénients. sûr, oui. Mais je trouve que le système américain permet une certaine ouverture au monde, de parler, d'exprimer les choses, d'être plus à l'écoute envers les autres et de surtout savoir en fait ex- expliquer ton projet. Mhm. Après, le système français, c'est la rigueur. Et donc, les Américains, parfois, ils sont juste là à parler d'un truc et sans savoir fond. sans fond. Ouais. C'est la forme. C'est C'était la le fin. show. Et Les le accoutrements. show, il Mhm. parle et toi, t'es impressionné parce qu'il sait trop bien parler. Et le petit français, enfin le système français, Ok. il va parler et il a tout. Il sait, il sait tout, mais il sait pas l'exprimer. Ouais, Et ça, c'est Ça vient de la l'énorme confiance en différence. soi. c'est que finalement, nous, ce qu'on veut finalement, c'est un bon projet. Oui, Déontologiquement, on veut un beau projet. On veut un projet qui est bien et que l'architecte y ait mis toute son âme. Pas forcément sa touche personnelle, mais c'est-à-dire que chaque détail, Oui. pour ma propre vision d'architecture, bien sûr. c'est euh, que chaque détail soit bien pensé. Et pour moi, c'est ce qui fait une architecture un peu, ce qui rend l'architecture magnifique. C'est-à-dire que les poignées de porte, comment les espaces sont agencés, comment la lumière elle est pensée pour que à chaque moment ça puisse un peu appuyer sur certains Mhm. ressorts psychologiques. Et finalement, si quelqu'un qui vend bien le projet, est-ce que finalement c'est quelque chose de nocif à long terme? C'est-à-dire si on a cette culture du show, c'est-à-dire que nous sommes les meilleurs à vendre nos projets, est-ce que au final ça va pas donner des projets un peu shallow, c'est-à-dire c'est pas des vrais Je projets à pense qu'il faut l'intérieur? les deux. Je Il faut pense les qu'il deux. faut vraiment savoir vendre son projet et avoir quelque chose de tangible et un Mhm. vrai projet à Ouais. vendre. Mais clairement, moi, je dirais que c'est les deux. C'est Mhm. vraiment le mix entre le système français qui t'apprend la rigueur, l'excellence. Et c'est génial comme système Mhm. parce que ça t'apprend la vie aussi, en un sens. Mais le système américain, il t'apprend aussi à contourner les règles, Ouais. à, et à les présenter aussi. Mhm. Et nous, en tant qu'architecte, on vend du rêve, en fait. Ouais, finalement, ouais. Il Donc, faut quand même défendre le rêve. voilà. Ouais. Euh, Et au inside Mhm. de l'entreprise, de la société, de Ouais. l'atelier, donc aux US. Comment ça se passe pour la coordination entre
entre les gens. Donc, on a toujours cet aspect, on croit qu'ils sont très, très avancés. Ils le Est-ce sont. que c'est le cas? Moi, je pense qu'ils le sont. Sincèrement, je pense qu'ils sont très avancés. Je pense qu'ils sont efficaces. Et typiquement, en France, la journée de travail, c'est du fini à 19h30, 20h. Et si tu pars à 17h, 18h, on va te dire « Ah, tu as pris ton après-midi ». Alors que non, tu es resté là-bas. On a en France, il y a les pauses café, la pause déj qui dure 2 heures. Tu vois, la journée, elle est vraiment étalée. À New York, c'est pas le cas. À New York, tu fais du 9 to 5 et tu as une demi-heure de pause déj et tu es en face de ton ordi et tu bosses, tu es efficace, tu Produit, produis. t'es productif. Ouais. Il n'y a pas de je prends un café. Il n'y a rien Et de la tout ça. pause, Il n'y a tu pas de descends pause. au Times Square. Ah non, il n'y Ouais. a pas. Personne, on va pas à Times Square. C'est- C'est vraiment le truc pour les touristes. Ah non, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de. Tu bosses, en fait, tu es efficace tout le temps. Tu arrives à l'heure, en France, tu arrives à 8h, 9h, 9h30, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, ça commence un peu tard, ça finit tard, la pause d'âge qui prend le temps, enfin, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, c'est vraiment, tu bosses, ça y est, tu bosses. Le meeting, c'est 45 minutes, c'est pas plus, et tout le monde est là, enfin, on discute, il n'y a pas de small talk. Et ce qui est un truc que j'ai beaucoup apprécié, en fait, en revenant au Maroc. C'est que les gens C'est que les gens, en engagés. fait, engagent. Ouais. Là, quand j'étais sur des chantiers ici au Maroc, ben, les gens, le meeting dure 2 heures. Bon, peu importe ce qui se passe pendant le meeting, mais il dure 2 heures. Il ne se passe pas grand-chose, mais peu importe. Il dure 2 heures. Mais pendant un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment les gens demandent comment vas-tu. Oui. Ils s'intéressent à toi, Enfin, à on l'humain. est des humains, enfin. Effectivement. Et ça, C'est ce qui manque aux ça États-Unis. manque, c'est exactement. En fait, c'est froid là-bas. Je m'en rendais pas compte parce que je le vivais. Ouais. Et c'était mon quotidien. Mais en venant ici, je me disais, La mais différence, elle est. Parce que Ouais. pour eux, ils vendent leur temps. C'est ça le truc. bien sûr, time is Time is money. money. Ouais, time is Pour- money. Complètement, C'est- time is money. Pour nous, Nous, on a le temps. Toujours. Time is Nous, on a le temps. On vient à l'heure, on vient pas à l'heure. C'est quoi un quart d'heure? Ouais. C'est pas Ouais. du tout le cas là-bas. Du coup, là, c'est l'adaptation, Ça change. vous le savez, Ouais. mais difficile par rapport à ça. C'est pas par hasard Ouais. que New York s'est construite. Ouais. Ouais. Vite Moi, fait. mon projet 18 mois, du début à la fin, enfin, on n'a pas une minute à perdre. Et ici, Et ça c'est pas le cas. pénalise. Bien sûr, parce qu'en fait, Pénalise c'est vraiment. de l'argent, en fait. C'est vraiment time is money. Et pendant la conception dans la première agence, Oui. Est-ce que ici au Maroc, les agences dans lesquelles on a fait nos stages, c'est tout de suite que de l'ordinateur. Il y a vraiment pas le temps de retourner un peu à la touche traditionnelle de l'architecture. À la main. À la main, et c'est pas l'essentiel qui soit à la main, c'est-à-dire qu'il est expérimental OK. et qu'il est empirique, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est à la main, on est beaucoup plus enclin à refaçonner ce qu'on a fait. Oui. Parce que sur l'ordinateur, on a galéré pour le faire. On a fait 30 minutes pour faire le plan. C'est-à-dire que quand on veut changer, on se dit, vas-y, je vais pas changer ça va me donner des bugs, ça va... Ouais. Mais avec le crayon, on supprime le calque et on refait un autre calque et après, on peut se lancer sur une autre approche. Idem pour les maquettes, idem pour pas mal de choses. Est-ce que cette touche un peu traditionnelle, pas forcément dans votre agence, mais est-ce qu'elle est un peu conservée, cette tradition de Je l'architecture? pense sincèrement que ça dépend des projets. Ah bon? Et moi, dans mon cas, c'était de l'architecture commerciale. Donc, on construisait de nouveaux immeubles ou bien on faisait de la réhabilitation. Donc, la réhabilitation, c'était souvent des projets landmark. Donc, on gardait les façades et tout l'intérieur était différent. Ou bien c'était des rénovations de plateaux bureaux. Donc là, dans la PM Architecture où j'ai travaillé. Et là, pour le coup, il y a tellement de règles que tu n'as pas énormément de liberté pour pouvoir dessiner un truc, l'enlever. Là, je faisais donc du résidentiel essentiellement, mais dans les appartements, on devait suivre des chartes de l'appartement, c'était du logement social, on devait suivre, donc il devait faire tant de mètres carrés. Pour les 2 chambres, ça doit être comme ça. Enfin, il y avait vraiment énormément de règles. Du coup, il y avait limite un seul plan possible et qui allait fonctionner. La question, est-ce qu'on a l'impression de ce seul plan possible? Moi aussi, je me pose souvent cette question. C'est-à-dire, quand on finit un plan et quand il est correct, on a toujours l'impression que c'était le seul plan possible. C'était le Eureka, c'était le truc. Mais est-ce qu'avec un peu plus
si on, bon, je pense qu'en agence, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que quand on travaille, par exemple, à notre compte et qu'on est tout seul. On pourrait se permettre de chambouler le truc. Time is money. Mais est-ce que time is money, bien sûr, si on a une équipe qui investit 30 Voilà. heures de travail, je ne vais pas leur dire allez changer le Voilà. plan. Mais bon, on parle ici architecturalement, Ouais. sans contrainte. Des fois, on a l'impression que c'est le plan. Mais est-ce que si on change et en tenant compte qu'on a fait certains Oui. choix, est-ce que si on fait d'autres choix, finalement, on va se rendre compte que c'était qu'une impression, Alors, que c'était le plan. oui. Alors, je pense que oui, effectivement. Mais de toute façon, en arrivant au plan, il y a beaucoup d'itérations. Donc, et puis, il y a aussi, quand tu es en agence, enfin, quand c'est dans la vraie vie, il y a building codes, il y a plein de trucs à respecter, en fait, plein de réglementations. Et il y a plusieurs personnes qui revoient les plans que tu fais pour voir si ça fonctionne ou pas par rapport à toutes les règles. Après, quand on commence la construction et on voit que ça marche pas, on peut changer durant la construction aussi. Donc, c'est ça la beauté du truc en archi. Vous voulez dire quoi par ça? Ça marche pas pendant la construction? Ben, quand on voit que... Alors, si c'est par exemple de la réhabilitation ou même quand c'est un truc nouveau, il y a unforeseen condition. Donc, des trucs qu'on n'avait pas anticipés. Et parce que, en fait, au niveau du terrain... Du coup, c'est de l'argent. Ouais, c'est de l'argent, mais en fait, on n'a pas le choix. Donc là, on est en temps de crise, là. On est en train de construire, mais il faut régler le problème parce qu'en fait, j'ai pas... Est-ce que j'ai des idées en tête, là, de projets sur lesquels j'ai travaillé, unforeseen condition, où le plan a dû changer? Ah oui, typiquement. Là, l'un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, donc c'était une tour. Et pendant qu'on construisait, on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau des fenêtres, on aurait pu avoir d'autres typologies et on aurait pu avoir certaines ouvertures parce qu'en fait, la vue, elle était géniale. C'était vraiment beau. Donc ça, on le change pendant la construction. Et ça, on l'a vu que sur le chantier. Que sur le chantier. Et c'est après la demande du client. Oui, pour le coup, là, on était general contractor et le client. Ouais. Pour un architecte, dans sa firme, je pense pas qu'après avoir fini les plans et tout, possible, et après avoir entamé la construction, il va se permettre, même de s'il voit Ah, la si, ville. il n'y a pas d'ego. C'est vrai? Ouais, franchement, il n'y a pas d'ego. Ça, je l'ai remarqué beaucoup avec mes clients qui étaient dans les rénovations de bureaux. On faisait beaucoup ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait une rénovation de bureau. On a le plan, on va sur le chantier, on dessine au sol, en fait, les cloisons, enfin, tout ce qui va être en termes de cloisons. On fait une visite avec le client, on voit comment ça se passe, on voit est-ce que la place du bureau, elle est bien ou pas. Et puis là, on change sur le tas, pour le coup. Et l'architecte ou le client, parfois le client il dit ah non, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ou parfois l'architecte, je me souviens, on disait avec mon boss non, ça on n'aime pas. Et en fait, cette salle de conférence ici, elle a l'air vraiment, c'est trop petit, on n'aime pas, donc on va la changer. Donc ça m'est arrivé dans un immeuble de bureau. Et pareil pour résidentiel, on a fait des ouvertures parce que c'était plus intéressant. Et après, on va changer les plans, mais plan amendment, mais ça va aller. Ça relève un peu ça relève que finalement, même si aussi technologiquement qu'on soit poussé, c'est-à-dire maintenant on peut même visualiser l'intérieur avec de la réalité virtuelle, etc. Quand on est sur le chantier, il y a des choses, c'est une autre dimension qui, voilà, pas mal de... Après, il n'y a pas tous les architectes qui font VR et ça coûte de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas l'utiliser. Moi, dans toutes les boîtes où j'étais, enfin, dans les 2 boîtes où j'étais à New York, on l'utilisait pas. Non, et même les architectes avec qui on travaillait, pas tant que ça. On faisait des 3D, des rendus, des trucs comme ça, mais pas beaucoup. Moi, principalement, moi aussi, quand on parle VR en architecture, je pensais tout de suite que c'était un peu gadget. Moi, je pense pas. Mais quand j'ai poussé un peu la réflexion, je me suis dit que souvent, en phase de conception, quand tu essaies d'imaginer une salle de bain, une chambre à coucher, je me dis que si j'avais maintenant un casque, je pourrais le réaliser vite fait avec un certain ensoleillement, etc. Et tout de suite, je saurais si... reste à savoir si il y a un réglage de fidélité, j'imagine, the lens of the camera that you have in your eyes. Est-ce que c'est un peu fidèle à la réalité? Mais si on arrive à calquer les paramètres de perspective, de focal length, etc., ça serait vraiment un truc révolutionnaire.
Complètement. Mais Ouais. après, il faut aussi que l'architecte et les ingénieurs puissent modéliser De façon parfaite. de façon parfaite. Voilà. Ce qui est malheureusement, euh, en tout cas de mon expérience, difficilement fait. Oui. Parce que là, en général, donc, tout le monde se met au BIM, mais les architectes et les ingénieurs sont très, très réticents à l'idée de se mettre au BIM. Là, c'est les nouvelles générations. Tout le monde on est là, BIM, AI et compagnie. Ouais. Mais les anciens architectes, voilà, ils ont une recette qui marche. Ils vont embaucher d'autres personnes, mais c'est juste un concept qui n'est pas démocratisé. Voilà, qui n'est pas démocratisé. Puis il y a les softwares qui coûtent cher et ça prend du temps aussi de modéliser. Et puis ton client, il veut tout le temps tout for yesterday. Enfin, ça prend du temps, quoi. Donc moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue à New York, on faisait du BIM, on avait VR pour l'un des derniers projets sur lesquels je bossais, mais il y avait, mais c'était l'architecte, il n'avait pas tout très bien conçu, donc il y avait des trucs, voilà, c'était pas au top, mais c'était l'idée, voilà, l'idée y était, et puis on voit qu'il y a beaucoup de potentiel aussi, c'est surtout ça. C'est vrai. Pour rebondir au sujet de réhabilitation, c'est ce que vous faisiez avant. Oui. On constate que New York est surtout, contrairement à Paris ou à Fès, qui préfèrent souvent la rénovation pour conserver l'authenticité des bâtiments et tout ça, alors que New York, elle est réputée par la démolition et la reconstruction et le constant renouvellement des projets. On a un projet, il ne nous intéresse plus, on l'achète, on détruit et on construit une tour. Et du coup, pensez-vous que la destruction est-elle nécessaire des fois? Non, est-elle un signe d'évolution ou de suppression de mémoire? C'est pour moi suppression de mémoire. Moi, je suis vraiment pour garder le patrimoine, encourager les gens à garder tout ce qu'il y a, le rénover, le rendre meilleur, mais vraiment les garder. Les façades, elles sont belles, c'est ornementé, c'est vraiment très joli. Et en fait, là, ce qui se passe souvent à New York, en tout cas, donc si c'est des quartiers qui sont classés patrimoine, donc on les garde, on doit tout garder, on ne peut rien faire. Mais il y a souvent des choses qui se passent où on garde l'immeuble et on achète les air rights, l'immeuble à côté, si c'est un vacant land par exemple, et va construire quelque chose et il achète les droits de l'air en fait, de l'immeuble à côté, qui pourra jamais avoir une hauteur plus élevée. Et ce qui fait que l'immeuble qui est dans un vacant land peut être construit à grande hauteur parce que c'est des règles de zoning, des régulations. Mais pour moi, il ne faut absolument pas Mais on détruire, se plaint toujours que peut-être notre Maroc est moins développé que les pays européens, les pays d'Amérique. Mais en fin de compte, comment arriver à avoir ces bâtiments, ces tours, ces logements infinis pour pouvoir accueillir toute la population, ce développement vertical? Comment on peut l'avoir si on reste toujours avec cette idée de ne jamais démolir, de toujours chercher, parce qu'à un moment donné, tu veux dire, ou... exactement, parce qu'à un moment donné, les terrains, on n'en aura plus, les terrains à côté du centre, à proximité du centre de la ville. Alors, il y a peut-être des trucs à démolir. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Idéalement, on ne démolit pas. Mais après, on rénove. Si c'est vétuste et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, oui, il faudrait démolir. Mais en même temps, ça crée le problème de gentrification parce qu'on va enlever des gens d'un certain quartier. Donc, je pense que c'est plus complexe que ça. Donc, socialement, c'est un peu compliqué. C'est ce qu'on en a fait à Paris avant, pour en arriver ici. Oui, mais après, c'était le baron Haussmann, effectivement. Mais après, c'était question d'hygiène, vu que... En fait, c'est le phénomène de gentrification où il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Points positifs peut-être pour l'avenir, mais pour les gens qui sont... Mais je pense que, si je peux me permettre, l'action du baron Haussmann, maintenant, on a un recul monstre sur elle parce que on n'entend pas les gens qui se sentent pleins, les gens cas par cas. On va reprendre juste... on va juste reprendre... Bon, exemple à part la Coupe du Monde 2022. Tout le scandale sur la maltraitance des ouvriers, etc. Maintenant, qui parle de ces gens-là? Maintenant, on parle de la finale, d'une Coupe du Monde qui était parfaite. Donc, en fait, on oublie. Exactement. On oublie. Maintenant... Dans 10 ans, 30 ans, ça va être encore plus. Donc, peut-être que c'est une action qui paraît maintenant la bonne action, l'action qui devait être faite. C'est vrai. Mais
les voix des gens qui ont subi s'estampent au fur et à mesure. Exactement. Après, je pense que question d'urbanisme, il faut très souvent parler à la communauté et les inclure dans tout ce qui se passe. Et pour leur permettre d'être écoutés, pour permettre de voir avec eux comment faire pour réhabiliter là où ils habitent et pour rendre leurs conditions moins insalubres et avoir des conditions meilleures. Ouais. Par exemple, si on revoit la médina de Fès, qui était en déclin à un moment, on aurait pu la détruire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont venues. Et puis aujourd'hui, en fait, elle est plus en déclin dans le sens où il y a beaucoup d'investisseurs étrangers ou marocains qui ont acheté des riads, l'ont repurpose, et comme elle a été classée patrimoine UNESCO, il y a eu des fonds. En fait, c'est tout il y a plein de choses qui ont été faites pour ça. Donc finalement, c'est une gentrification, mais qui sert un peu la Médina. C'est le même exemple à Marrakech. Ouais. Est-ce que, à quel point on va laisser ces habitats se détériorer s'il y a un profit derrière et qu'il y a une réhabilitation, que ce soit esthétique, Exactement. et qui reste dans la thématique de la Médina, c'est bon marché pour tout le monde. Parce qu'on se retrouve avec des bâtiments qui presque ne tient plus. Exactement. Et on n'enlève pas sous prétexte que c'est un patrimoine. Alors que les gens dedans, ils sont en danger. Exactement. Les réhabilitations d'immeubles que je faisais à New York, souvent, en fait, c'était des immeubles qui étaient... 20% des appartements étaient habités. Donc, c'était très peu. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on les relogeait temporairement. Et après, on réaménageait, on restaurait l'immeuble et on les ramenait là où ils étaient. Il avait appartement 4A, il revient appartement 4A. C'était un two-bedroom, il revient un two-bedroom, ou différemment. D'accord. Et on les relogeait. Et puis, ça nous permet, en fait, ces personnes-là qui habitaient dans un immeuble complètement insalubre et qui étaient c'était dangereux pour eux parce qu'il y aurait pu y avoir vraiment des problèmes, ils réhabitent dans un bel immeuble et ça crée aussi du logement social pour de nouvelles personnes pour qu'elles puissent habiter en fait dans ces logements. Donc c'est cette réhabilitation-là qui peut être faite au Maroc, à Casablanca notamment. C'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on essaie au moins de faire. Mais on essaie de faire ça. On se retrouve pas avec 20 familles au Maroc, malheureusement. On se retrouve avec des centaines l'effectif est un peu des challenge. Des centaines de foyers qu'on doit reloger. Et ces foyers qui peut-être n'ont pas des moyens, n'ont pas des voitures pour se déplacer. Et en les relogeant très très loin de leur lieu de travail, de leur lieu de... Donc, ça devient un peu différent. J'ai pas la solution, malheureusement. Mais j'espère que... Si on la trouve maintenant, c'est vous, la génération future d'architectes, à trouver ça. On essaiera au moins. Voilà. Alors, récemment, il y a 2 semaines, j'imagine, il y avait une citation qu'on avait abordée auparavant et sur laquelle vous étiez... je vous ai vu un peu réticente et mitigée et on veut la reposer pour pouvoir débattre encore une fois. Donc, je cite... Les règlements sont Il a insisté qu'on en parle. Je me souviens même plus de ce que j'avais dit. Moi, je me rappelle que j'étais sur le point de dire quelque chose d'intéressant et je suis resté sur ma faim. Je cite, les règlements sont la bêtise légalisée. Toutes les solutions les plus moches, les plus médiocres, les plus banales sont codifiées dans les règlements. Par sa nature institutionnelle, le règlement est dépassé avant même d'être formulé. Et il est stupide parce qu'il cherche à normaliser les solutions. De Mario Botta, architecte suisse. Donc vous en pensez quoi? C'est très cru. Déjà. C'est cru, je pense qu'il a raison en un sens. Je pense que... Mais je la trouve trop forte, en fait. En fait, il veut clairement... On lui a refusé un projet. Voilà. On lui a refusé un projet, il est frustré. Voilà, il est frustré. Le règlement, c'est la bêtise. C'est ça. Après, je pense que les règles sont faites pour être enfreintes, en général. Oui. Et je dirais que, comme dirait Picasso, il a dit « Apprenez les règles comme un professionnel afin de pouvoir les briser comme un artiste. » Un artiste. Je suis totalement d'accord. Donc, je pense que ça rejoint la première question. Est-ce que les règles limitent ou
permettent une cohésion. Et je pense qu'en fait, c'est ça, on a besoin des deux. On a besoin des règles, c'est un cadre. Exactement. Si on n'en a pas, ça sera la jungle. Voilà. Et si on les suit à 100%, on sera un peu robotisé. Exactement. Bon, moi personnellement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand je dessine un peu, je me disais toujours que finalement, c'est les gens qui vont faire un tableau contemporain qui vont vendre les tableaux les plus chers. C'est pas le mec qui a la technique parfaite, qui va faire le meilleur coup de pinceau, etc. Mais finalement, bon, je parle pas de tout le monde, mais comme vous disiez pour Picasso, c'est quand il a appris les règles. Avant Picasso, c'était un bête d'artiste. C'était quelqu'un qui faisait des tableaux classiques comme tout le monde. Mais c'est en connaissant les règles qu'on peut développer, qu'on peut passer à un autre art, c'est celui de briser les règles. Et comment briser ces règles-là? Donc finalement, quand on parlait du règlement et quand on essaie de critiquer le règlement, c'est pas de le critiquer juste pour le critiquer, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudra pas qu'on comprenne déjà l'intention de ces règlements qui sont avant tout là pour certaines motivations, et après on pourrait challenger ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui sont obsolètes, ceux qui sont un peu débiles, ceux qui servent certaines personnes, etc. Complètement. Je suis complètement d'accord avec tes propos. C'est bien de laisser ça comme comme code de synthèse de... Voilà. Bon, c'est dommage que c'est moi qui dis le dernier mot. Je voulais que Madame Amina... Madame, elle était... Dernier mot. Dernier mot pour... Moi, j'aurais des livres à conseiller aux gens, je pense. Super. Alors, il y a New York Délire de Rem Koolhaas, The Death and Life of Great American Cities de Jane Jacobs, Le projet urbain de Alain Paneret, Où va la ville aujourd'hui de Jacques Lucan et L'urbanisme, utopie et réalité par François Choët. Donc là, ce serait vraiment des livres que je conseillerais aux gens, jeunes architectes urbanistes, de les lire pour avoir une idée en fait sur l'urbanisme et comment ça se passe en fait en France et aux États-Unis, étant donné que ce sont mes deux expertises, France et Maroc et États-Unis. Parfait. Sur ce, Madame, écoutez, c'était avec plaisir. C'était très agréable. Merci. Merci beaucoup. À vous. Plaisir partagé. Merci. Merci.